En commençant, et avant tout, je supplie le cœur des muses de descendre du hélicon en mon esprit, à cause d'un chant que j'ai mis dans mes tablettes récemment sur mes genoux. Guerre immense, œuvre pleine du tumulte guerrier d'Arès, me flattant de faire entrer dans les oreilles de tous les hommes comment les rats, combattants intrépides, se ruèrent sur les grenouilles, imitant les travaux des géants nés de Gaïa, ainsi qu'on nous rapporte parmi les mortels. Et cette guerre eut cette origine. Un jour, un rat altéré, ayant échappé au péril de la belette, trempa son tendre menton dans le marais voisin, se délectant de l'eau douce comme miel. Une babilarde, se plaisant dans le marais, le vit et lui dit ces paroles. « Étranger, qui es-tu? D'où es-tu venu vers ce rivage? Qui est ton père? Dis-moi vrai en toute chose, de peur que je te prenne mentant. En effet, si je reconnais en toi un digne ami, je te conduirai dans ma demeure, et je t'offrirai de nombreux et illustres présents hospitaliers. Moi, je suis le roi, Physignathos aux joues enflées, honoré dans tout le marais, chef immuable des grenouilles, et mon père, Péléus le frangeux, m'a engendré autrefois, s'étant uni d'amour à Hydromédousée, la reine de l'eau, sur les bords de l'Éridanos. Mais je vois que, beau et brave d'entre nous, tu dois être un roi porte-sceptre et un guerrier dans les batailles. Allons, dis-moi promptement ta race. » Et Psicarpax, le voleur de miettes, lui répondit et dit. Pourquoi m'interroger sur ma race, ami? Elle est connue de tous les hommes, et des dieux, et des oiseaux aériens. À la vérité, je me nomme Psicarpax, le voleur de miettes, et je suis fils de Troxartès, le rongeur de pain. Mon père, magnanime, et ma mère, certes, Laïcomilet qui lèche les meules, fille du roi Pternotroctès, rongeur de jambon. Elle m'enfanta dans un trou et me nourrit de bonnes choses à manger, de figues, de noix et de toute façon. Mais comment ferais-tu de moi ton ami, moi qui ne suis point ton semblable de nature? En effet, ta vie est dans les eaux, et moi j'ai coutume de ronger toutes choses parmi les hommes. Le pain 3 fois pétri ne m'échappe point dans la corbeille ronde, ni les galettes larges contenant beaucoup de sésame, ni le morceau de jambon, ni le foie revêtu de sa blanche tunique, ni le fromage nouveau de doux lait caillé, ni le bon gâteau de miel que désirent les bienheureux eux-mêmes, ni aucune des choses que les cuisiniers préparent pour le repas des hommes, quand ils ornent les plats d'argile et d'assaisonnements de toutes sortes. Je n'ai jamais fui non plus la clameur terrible de la guerre, et, me ruant droit dans la bataille, je me suis mêlé aux premiers combattants. Et je ne crains point l'homme, bien qu'il ait un grand corps. Mais, montant sur son lit, je mords le bout de son doigt. Et même une fois, je l'ai saisi au talon, et, quand il eut senti la douleur, aussitôt son doux sommeil fut troublé par ma morsure. À la vérité, je crains 2 ennemis sur toute la terre, l'épervier et la belette, qui me causent de grands maux, et aussi la ratière lamentable, où veille une destinée pleine de ruses. Mais je crains par-dessus tout la belette, car elle est de beaucoup la plus forte, et elle entre aussi dans les trous, et elle y furette. Je ne mange ni les radis, ni les choux, ni les citrouilles, et je ne me répais point non plus du vert poireau, ni du persil. Ces choses sont votre nourriture, à vous qui vivez dans les marais. À ces paroles, Physignathos aux joues enflées, souriant, lui répondit. Étranger, tu te glorifies beaucoup de ton ventre, mais de nombreuses choses admirables à voir sont à nous, dans le marais et sur terre, car le Chronion a donné au partage aux grenouilles d'être amphibies, de sauter sur la terre et de plonger dans l'eau, et d'habiter des demeures divisées en 2 éléments. Si tu veux savoir ces choses, cela est aisé. Monte sur mon dos, mais tiens-toi bien, de peur de périr, et, de cette façon, tu parviendras, joyeux, dans ma demeure. Il parla donc ainsi, et présenta son dos. Et Psicarpax, le voleur de miettes, monta promptement d'un saut léger, entourant de ses pattes le cou mou. Et à la vérité, il se réjouit d'abord, quand il contempla les ports voisins, en se délectant de la natation de Physignathos aux joues enflées. Mais quand, enfin,
il fut baigné par les eaux pourprées. Pleurant beaucoup et se reprochant son repentir tardif, il s'arracha les poils, il serrait ses pieds contre son ventre et, dans sa poitrine, son cœur battait à cause de la nouveauté, et il voulait revenir à terre. Et il gémissait profondément par la violence de la froide peur. Et d'abord, il étendit sa queue sur l'eau, en la remuant comme un aviron, et suppliant les dieux afin de revenir à terre, parce qu'il était baigné par les eaux pourprées. Et il criait beaucoup. Il dit ceci du fond de sa gorge. Le taureau ne porta pas ainsi le fardeau d'amour quand il mena Europée dans la Crétée à travers les flots. Il ne fit pas comme cette grenouille qui, sur son dos, me porte en nageant vers sa demeure, tandis qu'elle élève son corps pâle au-dessus de l'eau blanche. Mais voici qu'un hydre apparut soudainement, horrible apparition pour tous deux, et il dressait son cou au-dessus de l'eau. Et Physignathos, aux joues enflées, l'ayant vu, plongea, ne songeant pas que son compagnon abandonné allait périr. Et plongeant au fond du marais, il évita la noire Caire. Et Psicarpax, le voleur de miettes, dès qu'il eut été abandonné, tomba aussitôt à la renverse dans l'eau. Il serrait les pattes et il criait en périssant. Il fut souvent submergé et il remonta souvent en battant l'eau, mais il ne lui était pas permis d'éviter la destinée. Et ses poils, étant mouillés, pesaient sur lui plus lourdement. Et enfin, comme il périssait, il dit ceci. Tu ne cacheras point par ruse, Physignathos aux joues enflées, les choses que tu as faites en me jetant, naufragé, du haut de ton corps comme d'une roche. Tu ne l'aurais emporté sur moi à terre, ô très mauvais, ni au pugilat, ni à la lutte, ni à la course. Mais là où tu m'as aventuré, tu m'as jeté dans l'eau. Les dieux ont un œil vengeur et tu seras châtié par l'armée des rats, et tu n'échapperas point. Ayant ainsi parlé, il expira dans l'eau. Et Laïcopinax, qui lèche les plats, assis sur les molles rives, le vit, et il gémit terriblement. Et il courut l'annoncer aux rats. Dès qu'ils eurent appris sa destinée, une grande colère les saisit tous, et ils ordonnèrent à leurs héros de convoquer, au lever du jour, les rats à l'agora, dans les demeures de Troxartès, le rongeur de pain, père du malheureux Psicarpax, le voleur de miettes, qui, dans les marais, flottait le ventre en l'air comme un cadavre. Et le malheureux ne flottait point près du bord, mais au milieu de cette mer. Et quand ils furent tous arrivés, en même temps que le jour, le premier, Troxartès, le rongeur de pain, se leva, irrité à cause de son fils, et il fit cette harangue. Bien que j'ai subi seul bien des maux de la part des grenouilles, cette mort mauvaise vous êtes fait à tous. Et je suis maintenant très malheureux, car j'ai perdu 3 fils. Et en effet, la très haïssable Belette saisit le premier et le tua, et l'ayant surpris hors du trou. Les hommes féroces ont mené l'autre à la mort, à l'aide d'une invention nouvelle, de la machine en bois pleine de rouge qui nomme ratière, perdition des rats. Celui-ci était le 3e, aimé de moi et de sa sage-mère, et Physignathos aux joues enflées l'a étouffé, l'ayant conduit dans l'abîme. Mais allons, armons-nous et ruons-nous sur les grenouilles, ayant revêtu nos corps d'âme artistiquement travaillés. Ayant ainsi parlé, il les excita tous à s'armer. Et Arès, à la vérité, qui songe toujours à la guerre, les fit s'armer. Et, d'abord, ils mirent autour de leurs jambes des cnémides, ayant fendu des cosses de fèves vertes, bien préparées, et qu'ils avaient eux-mêmes rongées pendant la nuit. Et ils avaient des cuirasses habilement faites de la peau d'une belette écorchée, et ils les recouvrirent de roseaux. Et leur bouclier était le milieu bombé d'une lampe, et leur lance était une très longue aiguille, toute d'airain, travail d'Arès, et le casque, sur leurs tempes, était une coque de noix. Ainsi les rats étaient debout et en armes. Et dès que les grenouilles les eurent vus, elles sortirent de l'eau. Puis, étant venues en un seul lieu, elles s'assemblèrent pour délibérer sur la guerre mauvaise. Et tandis qu'elles examinaient d'où venait cette levée d'armes et ce tumulte,
Un héros vint à elle, portant le sceptre dans ses mains, le fils du magnanime Thyroglyphos, le troueur de fromage, Ambasicritros, qui trotte dans les marmites. Et il venait leur annoncer la nouvelle funeste de la guerre, et il dit ceci. « Ô grenouilles, les rats, vous ayant menacés, m'ont envoyé vous avertir de vous armer pour la guerre et le combat. Ils ont vu, en effet, sur l'eau, Psicarpax, le voleur de miettes, qu'a tué votre roi, Physignathos, aux joues enflées. Combattez maintenant, vous qui êtes les plus braves d'entre les grenouilles. » Ayant ainsi parlé, il fit son message, et sa parole, étant entrée dans les oreilles de toutes, troubla les esprits des grenouilles insolentes. Et, les répriminant toutes, Physignathos aux joues enflées, se levant, dit. « Oh, ami, je n'ai point tué ce rat, et je ne l'ai point vu périr. Sans doute, il s'est noyé en jouant auprès du marais, et en imitant la natation des grenouilles. Et maintenant, voici que, plein de méchanceté, ceci m'accuse, moi qui suis innocent. Mais allons, délibérons pour savoir comment ou détruirons les rats artificieux. Et moi, je dirai d'abord ce qui me semble le plus sage. Tenons-nous tous, couverts de nos armes, sur les hauteurs du rivage, là où il est le plus escarpé. Et quand les rats se jetteront impétueusement sur nous, chacun saisissant par le casque celui qu'il rencontrera, nous les entraînerons dans le marais avec leur casque. Et en effet, nous les étoufferons ainsi dans l'eau, car ils ne savent pas nager, et, pleins de joie, nous élèverons ici un trophée à cause des rats que nous aurons tués. » Ayant ainsi parlé, il les fit tous s'armer, et ils entourèrent leurs jambes de feuilles de mauve, et ils avaient des cuirasses de larges et vertes poirées, et ils firent des boucliers avec des feuilles de chou. Et ils avaient pour lance un long roseau pointu, et ils couvrirent leurs têtes de légères coquilles de limaçon, et, s'étant ainsi armés, ils se tinrent debout sur la hauteur du rivage, brandissant leurs lances, et chacun étant plein de colère. Et Zeus, ayant appelé les dieux dans l'Ouranos étoilé, leur fit voir la puissance de cette guerre, et les braves combattants, nombreux et grands, et portant de longues lances. Telle s'avançait l'armée des centaures et des géants. Et, souriant doucement, il demanda qui viendrait en aide aux grenouilles ou aux rats affligés. Et il dit à Athéna. « Oh, ma fille, ne vas-tu point venir en aide aux rats ? En effet, tous bondissent toujours à travers ton temple, se délectant de l'odeur des graisses et des restes des sacrifices. » Ainsi parla le Cronide, et Athénée lui répondit. « Ô père, jamais je ne viendrai en aide aux rats affligés, car ils m'ont fait subir beaucoup de maux, rongeant mes bandelettes et nuisant à mes lampes, à cause de l'huile, et ce qu'ils m'ont fait m'a trop mordu au cœur. Ils ont rongé mon péplot que j'avais tissé d'une trame subtile et d'un fil très fin, et ils y ont fait des trous, et le roi Védor me demande beaucoup, et me presse, et j'en suis irritée, car il existe des intérêts, ce qui est affreux pour les immortels. Et j'ai travaillé en empruntant, et je n'ai pas de quoi rendre. Mais je ne veux pas non plus venir en aide aux grenouilles, car elles n'ont pas l'esprit sain. Récemment, revenant de la guerre, j'étais très fatiguée, j'avais besoin de sommeil. Et, par leur bruit, elles ne m'ont pas laissé fermer l'œil. Et je suis restée couchée tout éveillée, ayant mal à la tête jusqu'à ce que le coq eût chanté. Allons, ne les secourons donc point. Ô Dieu, de peur qu'un d'entre nous soit blessé par un trait aigu et qu'il ait le corps percé d'une lance ou d'une épée, car les voici ardents au combat, même quand un dieu viendrait à leur rencontre. Mais tous, de haut, de l'Ouranos, charmons-nous en regardant le combat. » Elle parla ainsi, et tous les autres dieux lui obéirent, et se réunirent tous en un seul lieu. Et alors, 2 héros s'avancèrent, portant le signal du combat. Et des cousins, ayant de grandes trompettes, sonnèrent terriblement le trépidement de la mêlée. Et, de l'Ouranos, le Cronide Zeus tonna, présage de la guerre mauvaise. Et le premier, Hypsiboas, qui crie haut, frappa de sa lance l'Eikenor qui lèche l'homme, debout entre les premiers combattants dans le ventre en plein foie.
et celui-ci tomba à la renverse, et il souilla de poussière ses poils délicats, et il tomba avec bruit, et ses armes résonnèrent sur lui. Et après celui-ci, Troglodytès, l'habitant des trous, frappa Péléon, le limoneux, et lui enfonça sa forte lance dans la poitrine. Et la noire mort saisit le guerrier tombé, et son âme s'envola de son corps. Puis, Stotlaios le Poréen tua Ambasicitros, qui trotte en marmite, d'un coup au cœur. Mais la douleur saisit Okymides, l'enfant du basilic, et il frappa Stotlaios le Poréen d'un roseau pointu. Et Artophagos, le mangeur de pain, frappa Polyphonos le bavard dans le ventre, et celui-ci tomba à la renverse, et son âme s'envola de son corps. Mais l'Hymnocharis, la grâce du marais, voyant périr Polyphonos et prévenant Troglodytès, le frappa au milieu du cou d'une pierre telle qu'une meule, et la nuit enveloppa ses yeux. Et Laékénor lança contre l'Hymnocharis, la grâce du marais, sa pique éclatante. Et la pique, sans s'égarer, le frappa dans le foie. Dès qu'il vit cela, Crambophagos, qui mange les choux, fuyant, tomba des hautes rives. Mais Laékénor ne cessa point de le combattre, et le frappa. Et Crambophagos tomba et ne se releva point, et le marais fut teint de son sang pourpré. Et il resta flottant auprès du bord, ses grasses entrailles hors du ventre. Et, sur ces mêmes rives, fut tué Tyrophagos, le mangeur de fromage. Et Calamintios, qui hante les roseaux, voyant Pternoglyphos, le tueur de jambon, fut saisi de frayeur, et, fuyant, il sauta dans le marais après avoir jeté son bouclier. Et l'irréprochable Borborocoïtès qui couche dans la fange tua Philtraios le charmant. Et Hydrocharis, la grâce de l'eau, tua le roi Pternophagos le rongeur de jambon, l'ayant frappé d'un rocher sur le haut de la tête. Et sa cervelle coula par ses narines, et la terre fut souillée de son sang. Et Laïcopinax, qui lèche les plats, se ruant avec sa lance, tua l'irréprochable Borborocoïtès, et l'obscurité enveloppa ses yeux. Alors Prasophagos, le mangeur de poireaux, saisissant l'occasion, entraîna par un pied Chnysodioctès qui accourt à l'odeur de la graisse, et le tenant par le tendon, le noya dans le marais. Mais Psycharpax, le voleur de miettes, vengeant ses compagnons morts, frappa Prasophagos comme celui-ci n'était pas encore remonté à terre. Et Prasophagos tomba devant lui, et son âme alla chez Hadès. Pélobatès, qui trotte dans la fange, l'ayant vu, lui jeta une poignée de boue à la tête, et il l'aveugla aussitôt. Mais Psycharpax, très irrité de cela, saisissant de sa patte robuste une lourde pierre, fardeau de la terre, qui gisait dans la plaine, en frappa Pélobatès sous les genoux, et toute la jambe droite fut fracassée, et il tomba à la renverse dans la poussière. Et Crangacides, le fils de la vocifération, pour le défendre, revint sur Psycharpax, et le frappa au milieu du ventre. Et le roseau aigu s'y enfonça tout entier, et toutes les entrailles se répandirent à terre, arrachées avec la lance par une main vigoureuse. Et dès que Cytophagos, le mangeur de blé, l'eut vu sur les bords du fleuve, il s'éloigna du combat en boitant, car il souffrait beaucoup, et il sauta dans un fossé, afin de fuir la destinée terrible. Et Troxartès, le rongeur de pain, frappa Physignathos au joue enflé à l'extrémité du pied, et celui-ci fuyant, sauta, affligé dans le marais. Mais Prasaios, nourri de poireaux, le voyant tomber à demi inanimé, se rua parmi les premiers combattants et lança un roseau aigu, mais il ne perça point le bouclier, et la pointe de la lance y resta. Alors le divin Origagnon, enfant de l'Origan, imitant Arès lui-même, frappa Troxartès sur son casque irréprochable fait d'un morceau de marmite carré. Et il était le seul, parmi les grenouilles, qui combattit bravement dans la mêlée. Et les rats se ruèrent tous sur lui. Mais voyant cela, il ne se tint pas à l'attaque de héros puissants, et il plongea dans les profondeurs du marais. Et il y avait parmi les rats un seul adolescent qui l'emportait sur tous les autres en combattant de près,
cher fils de l'irréprochable Artépiboulos le guetteur de pain, chef semblable à Arès lui-même, le hardi Méridarpax le voleur de portions, qui seul entre les rats excellait encore en combattant. Et il s'arrêta orgueilleusement près du marais, en avant des autres, et il se vantait d'exterminer la race des belliqueuses grenouilles. Et certes, il l'eût fait, car sa force était grande, si le Père des hommes et des dieux ne l'eût aussitôt deviné. Et, alors, le Cronion eut pitié des grenouilles qui périssaient, et secouant la tête, il dit ceci. Ô Dieu, je vois de mes yeux une grande action. Méridarpax, le voleur de portions, ne m'a pas peu troublé en menaçant furieusement d'exterminer les grenouilles auprès du marais. Envoyons très promptement Pallas qui excite la mêlée guerrière, et Arès aussi, et ils éloigneront Méridarpax du combat, malgré sa vigueur. Le Cronide parla ainsi, mais Arès lui répondit. Ni la force d'Athénaï, ni celle d'Arès ne suffiront à préserver les grenouilles de la destinée terrible. Allons plutôt tous à leur aide, ou bien brandis ta grande arme tueuse de titans, très puissante, avec laquelle tu as tué les titans, les plus terribles de tous, avec laquelle tu as tué autrefois Capaneus, homme farouche, par laquelle tu as enchaîné Ecgelados et dompté la race féroce des géants. Brandis-la, et bien que celui-ci soit très brave, il sera réprimé. Il parla ainsi, et le Cronide lança la foudre fuligineuse. Et d'abord, à la vérité, il tonna et il ébranla le gros Olympos. Puis il lança la foudre, arme terrible et tournoyante de Zeus, et elle jaillit des mains du roi. Et l'éclair épouvanta les grenouilles et les rats. Cependant, l'armée des rats ne cessait pas de combattre, et elle n'en désirait que davantage détruire la race des belliqueuses grenouilles. Mais, du haut de l'Olympos, le Cronion eut pitié des grenouilles, et il leur envoya aussitôt des alliés. Et soudainement survinrent, avec des dos tels que des enclumes et des ongles recourbés, marchant obliquement, louches, la bouche entourée de tenailles, la peau écaillée, le corps osseux, le dos large, les épaules reluisantes, les pieds tournés, les mains longues, regardant par la poitrine à 8 pattes, à 2 têtes et manchots, ce qu'on nomme crabes, et qui tranchèrent de leur bouche les queues, les pieds et les pattes des rats. Et les lances se rompaient sur eux, et les misérables rats, épouvantés par eux, prirent la fuite. Et voici que Hélios tombait, et ce fut la fin de cette guerre d'un seul jour.